Jean-Michel Solaire, j'ai vu, Jean-Mer, Alain Toméo, Jean-Noël Vignon et Marie-France Villacana, qui a donné pouvoir à moi-même. Oui. Mesdames, Messieurs, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir bien voulu répondre à mon invitation pour cette nouvelle réunion plénière de notre Assemblée. Vous avez désormais tous l'habitude de ce cadencement principalement rythmé par nos décisions budgétaires, DOB, BP, DR1, DR2 et comptes administratifs qui concernent à la fois notre budget principal, mais aussi nos budgets annexes. Aujourd'hui, le cœur de notre séance est consacré à notre DM2. DM2 sans grande envergure financière. C'est la preuve de la sincérité des propositions qui vous sont soumises au moment du budget principal. Malgré tout, les modifications et ajustements qui vous sont proposés illustrent nos politiques, nos objectifs et nos ambitions. C'est particulièrement le cas du fonctionnement, dans la mesure où l'essentiel de la modification porte sur les dépenses de personnel et une amélioration des conditions financières proposées à nos collaborateurs, en particulier pour ceux qui bénéficient des traitements les moins élevés. En effet, je vous propose d'adopter mot pour mot les dispositions arrêtées par l'État pour les personnels de la fonction publique de l'État concernant la prime annuelle sur le pouvoir d'achat. Je rappelle que l'État a décidé cette revalorisation pour ces personnels et laisse libre à des collectivités locales de l'appliquer pour leur propre personnel. Si elles le font, ce sera donc le cas pour nous, cela se fera sans compensation financière. Si elles ne le font pas, l'État les pointera du doigt. Une nouvelle fois, la malice de nos gouvernants est à l'honneur. Que mes propos soient bien compris, je trouve légitime cette mesure pour les bas salaires de la fonction publique territoriale dans une période de forte perte du pouvoir d'achat. Je trouve particulièrement anormal de faire les poches des collectivités locales de façon aussi biaisée, pour ne pas employer un autre terme. Mes propos s'inscrivent également dans l'action de notre Assemblée départementale. En 3 ans, nous aurons augmenté de 4,4 millions d'euros la masse salariale de notre collectivité. Comme il y a eu très peu de postes nouveaux créés, c'est essentiellement la rémunération de nos collaborateurs qui aura augmenté de près de 10% en 3 ans. D'ailleurs, 3 rapports qui vous seront présentés dans un instant par notre collègue Raymond Berdoux illustrent mes propos. Ces rapports concernent les personnels du CESTA et sont la matérialisation des accords trouvés avec les personnels de ce service industriel et commercial de notre collectivité. Pour ces personnels, dont une grande partie sont des agents saisonniers, vous déciderez de l'amélioration de leur rémunération dans ces moments de retour à une forte inflation. J'ai souvenir des échanges entre notre Assemblée et les représentants syndicaux un soir de novembre 2022. Dans cette même salle, nous étions réunis pour délibérer sur l'application des 1607 heures et la revalorisation du régime indemnitaire des agents. Je me souviens particulièrement des propos qui appelaient à la plus grande concertation et même à la compréhension des revendications exprimées. Au-delà des mots, notre Assemblée tient ses promesses et c'est bien ainsi, même si je n'oublie jamais que notre budget est avant tout un système d'équilibre entre fonctionnement et investissement, entre intervention en régie ou par l'entreprise, entre compétences obligatoires et facultatives, entre compétences sociales et développement économique et territorial. Or, dans ces périodes incertaines et difficiles que nous traversons, alors que le département est doté d'un budget dont l'intégralité des recettes est liée au bon vouloir du législateur
directeur et du gouvernement, son attention doit être de mise et la prudence une vertu première. Il en va de notre budget comme de nos ressources en eau. C'est lorsque nous en avons le plus besoin que la ressource est rare et les réserves précieuses. Quoi qu'en pensent certains, le département de l'Ariège n'est pas riche, il s'applique cet adage et se dit que des périodes dures sont proches et à venir. Tous les départements redoutent les conséquences nationales très visibles des crises climatiques, démocratiques, sanitaires et financières qui se succèdent. Le prochain congrès de l'ADF qui se tiendra à Strasbourg les 8, 9 et 10 novembre prochains devrait illustrer mes propos. Il n'en demeure pas moins que notre territoire doit vivre et que notre collectivité doit largement contribuer à améliorer la vie de nos concitoyens, non seulement par nos actions, mais aussi par notre volonté. Il en est ainsi, par exemple, en matière d'aménagement sur notre territoire, des réalisations portées par notre collectivité pour le réseau numérique et le réseau de fibre optique. Les deux comptes rendus annuels qui vous seront présentés dans un instant par notre collègue Alain Audy nous permettront d'attester de deux choses. L'avancée significative des travaux. En cette fin d'année 2023, nous dépassons les 70 000 prises réalisées sur les 94 000 prises prévues. Ainsi, l'objectif fixé à fin 2025, début 2026 sera donc respecté. Ce n'est pas rien. L'efficacité du contrôle permanent exercé sur nos délégataires, précieux pour conserver un réseau de qualité et indispensable pour ce que l'on appelle la vie du réseau. De très nombreux problèmes naissent tous les jours auxquels il faut trouver une solution. C'est ce que nous faisons pour que les techniciens qui nous accompagnent, Frédéric, Thomas et leurs équipes, en soient remerciés. Notre aventure numérique ne s'arrêtera pas là à la fin des travaux. Déjà se profilent d'autres choix et d'autres challenges. La fin de la DSP de première génération, le 1er mars 2027, la procédure de migration du fil du cuivre vers la fibre optique engagée par l'État, la conservation de la qualité du réseau et notamment la question de l'élagage. Ce sont des challenges passionnants car déterminants pour l'avenir de notre département. Nos décisions passées nous permettent de maîtriser désormais ce domaine et d'être en meilleure position pour orienter notre action et aider les foyers ariégeois en leur facilitant l'accès à ce service public devenu indispensable. Nous en reparlerons, mais je ne doute pas un instant de votre volonté commune et unanime de répondre présent. Il en est ainsi également sur notre soutien financier aux collèges publics et privés. Ces dotations font l'objet de rapports présentés par nos collègues Nicole Guillem et Monique Borg. Notre soutien aux côtés de ces établissements, notamment ceux relevant de l'enseignement public, est constant et assumé. Notre Assemblée a su réagir à la fin de l'année passée pour rééquilibrer les comptes financiers de certains de ces établissements mis à mal par l'explosion des dépenses énergétiques. Notre riposte a également consisté à les inviter à rejoindre le groupement d'achat pour l'énergie mis en place par notre collectivité. La négociation au cœur de l'été a été correcte et ceux qui nous ont rejoints pourront en profiter. Je n'oublierai pas ceux qui ont joué le jeu de l'énergie ou à bord de route, qui se trouvent dans une situation très ambiante. Vous le savez, j'accorde une grande importance à instaurer un contact très étroit avec l'administration des collèges et au-delà avec l'ensemble de la communauté éducative. Cela se traduit par des réunions tous les mois avec l'ensemble des principaux et par des visites dans tous les collèges au moment de la rentrée. Le service de la logistique, de l'éducation, des ressources humaines, de l'informatique et des finances apporte également une attention soutenue à ces établissements. Mais il y a, comme partout, une ligne blanche que je ne dépasserai pas. Elle se manifeste dans ce domaine par deux dossiers particuliers. La signature d'une convention tripartite Éducation nationale, établissement conseil départemental de l'Ariège, portant sur l'emploi des agents gestionnaires suite à la réforme. Ces agents sont désormais placés sous l'autorité hiérarchique de l'Éducation nationale et sous l'autorité fonctionnelle du département. Le département n'a jamais revendiqué quoi que ce soit à l'égard des agents gestionnaires. Mais il ne saurait être question pour quiconque, sous couvert de régler le sort des agents gestionnaires, de revenir sur l'exercice des compétences qui nous sont confiées depuis 2004 en matière de restauration et d'entretien des collèges. Il s'agit en particulier du pouvoir d'injonction qui est le nôtre vis-à-vis des agents du département
intervenant dans la restauration et l'entretien de ces collèges. Le partage a été établi dans la convention applicable à ce jour. Je considère qu'il serait plus que périlleux de revenir sur ce partage au détriment des intérêts du département. La bonne gestion de la crise sanitaire que nous avons connue ces dernières années atteste de la pertinence de ce partage. Le deuxième dossier concerne les difficultés financières rencontrées par l'un de nos collèges. Nous traversons, je l'ai dit il y a un instant, une nouvelle période d'inflation, en particulier sur nos ressources énergétiques. Certains collèges en ont été victimes, plus que d'autres. Lorsque la cause est avérée et circonscrite, nous avons aidé sans hésiter. Dans le cas contraire, si nous ne sommes pas en capacité d'identifier les causes d'une situation déficitaire du budget de viabilisation d'un collège, notre position doit être prudente et réfléchie. Nous serons toujours favorables à un travail collaboratif, mais nos partenaires doivent comprendre que nous ne serons jamais la variable d'ajustement budgétaire obligée et corvéable à maximum. Poser ce cadre, c'est aussi respecter nos compétences, nos partenaires et plus globalement la jeunesse ariégeoise que nous devons servir. Sur un tout autre sujet, mais toujours avec la même rigueur, je veux porter à votre connaissance les termes inconvenus adressés par M. Fesneau, ministre de l'Agriculture, à nos parlementaires, concernant la délicate gestion de l'ours. Cette lettre est d'abord un long développement sur toutes les mesures prises par l'État pour éviter la prédation, barriérage, gardiennage et farouchement. Outre le succès extrêmement relatif de ces mesures, pour ne pas dire leur inadéquation, notre ministre ne réalise pas vraiment que ces mesures sont purement et simplement palliatives et n'apportent aucune réponse au fond à ce problème de la prédation. Elles aboutissent seulement à des contraintes fortes et supplémentaires sur les bergers pour un résultat déplorable en termes de pastoralisme et avec des effets extrêmement limités. Plus grave, lors de notre entrevue à Paris, en présence de nos parlementaires, repris le 7 février 2022 avec le Premier ministre Jean Castex, dans ces deux engagements se trouve reposer l'intérêt de réaliser cette déviation pour une mise en service en 2030. Il est également établi un calendrier pour la réalisation des études et des travaux. Le protocole Castex ajoute une précision financière supplémentaire en affirmant que les crédits nécessaires à la réalisation de cet ouvrage devaient être prévus dans le contrat de plan État-région 2023-2027. C'est donc avec une grande attention que nous partons à la chasse aux informations sur la maquette projetée de ce CPER Mobilité 2023-2027. Nos dernières informations sont alarmantes puisqu'il ne serait question pour l'État que de consacrer un peu plus de 7 millions aux travaux prévus par ces protocoles, dont 2,4 millions pour la réalisation du tunnel, projeté à un coût d'objectif de 180 millions d'euros. Autrement dit, l'État s'assied allègrement sur ses engagements, fut-il exprimé dans un contrat signé par l'un de ses premiers ministres. Si cela est avéré, je conseille à l'ensemble de nos collectivités de se méfier de tous les engagements passés avec l'État et de la parole de l'autre. Pour l'instant, avec nos parlementaires, nous nous battons pour amener ce beau monde à la raison. Une telle attitude n'est pas entendable et nous devons, pour ce qui nous concerne, mettre un point d'honneur à respecter nos partenaires et nos engagements. Je citerai à ce titre le projet GPSO, grand projet du Sud-Ouest, plus clairement encore l'engagement de la ligne LGV entre Bordeaux et Toulouse. Le 17 octobre dernier, j'ai rencontré les trois présidents des EPCI ariégeois concernés par le financement de ce projet. La communauté d'Aglo, de Foix-Varie, la communauté de communes des Portes d'Ariège et la communauté de communes ariégeoises. Au moment où des chiffres très divers circulent sur le montant des contributions que l'on attend de nous, j'ai souhaité poser notre position commune avec ces trois collègues. Pour plusieurs raisons, nous sommes tous favorables à ce projet. Compte tenu de la position de nos territoires et de leur richesse, nous avons convenu une limite financière au-delà de laquelle nous considérerions la demande disproportionnée. Nous avons réitéré la proposition d'étaler le paiement de ces sommes sur 40 ans et avons souhaité enfin que le CPR Mobilité 2023-2027 permette d'engager le doublement de la voie ferrée entre Toulouse et Foix. La participation du conseil départemental pourrait être arrêtée autour de
pour la communauté de communes Arize-Laize. Cette proposition, je suis allé apporter auprès de notre présidente de région le 26 octobre dernier. Elle l'a comprise, je l'en remercie et elle défendra notre position sur ces bases. Ce n'est d'ailleurs pas le seul sujet d'envergure évoqué avec notre ami Carolenga à cette occasion. Vous savez que depuis plusieurs mois, à l'initiative de la région et du département et avec le concours des collectivités organisatrices concernées, une étude est en cours sur l'avenir de nos stations de ski. Notre idée est d'analyser la situation et de faire des propositions pour le fonctionnement dans les 15 années à venir, 2024-2029, de nos 7 stations, Axe, Mondol, Musée, Veille, Ascou, Mijanès et Boundi. Cette étude porte à la fois sur les investissements nécessaires pour que les équipements de ces stations puissent fonctionner dans cette période, mais aussi sur les aspects financiers et sur la gouvernance. Ce travail réalisé par la Compagnie des Alpes et sur la base d'un cahier des charges établi à la fois par la région, le département, la Compagnie des Pyrénées est remarquable et facilite notre réflexion commune et nos échanges avec les territoires concernés, très largement associés au déroulé de l'étude. En croisant les opportunités et les contraintes, ils resservent l'intérêt de regrouper la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de ces équipements ariégeois dans une seule et même structure, par exemple un syndicat mixte départemental qui aurait ensuite la possibilité de déléguer la gestion pour préparer la procédure de délégation. Notre scène départementale à Saracen, déjà titulaire du contrat de DSP en cours sur Axe et Gondole et Musée, pourrait être recapitalisé par ses actionnaires, la région, les départements, les autorités organisatrices, la Compagnie des Pyrénées, la Banque des territoires, afin de répondre à un double appel d'offres. En affirmant possessif pour les stations Axe, Gondole, Musée, en régie intéressée pour les stations Ascou, Veille et Mijanès, en n'oubliant pas les incertitudes d'un appel d'offres et la possibilité d'une négociation avec d'autres candidats. Cette recapitalisation serait adaptée au montant à investir sur ces 15 années, évalué à environ 70 millions d'euros par l'étude de la Compagnie des Alpes, toutes stations confondues. Elle pourrait être de 20 millions d'euros répartis entre tous les partenaires publics. Il s'agirait d'une forme particulière de versement des subventions habituellement versées en investissement. Sur ce dossier, nous avons avancé avec la présidente de la région, trouvant juste la répartition suivante. 3 millions pour la Banque des territoires, 3 millions pour la Compagnie des Pyrénées, 4 millions pour la région, 4 millions pour le département, 6 millions pour les autorités organisatrices, syndicats mixtes, donc Mondol, Musée, Haute-Ariège et Commune d'Axe. Encore une fois, cette capitalisation vient remplacer les subventions d'investissement. Elle reste un effort important qui s'ajoute aux efforts que devront continuer à faire les autorités organisatrices pour équilibrer le budget de fonctionnement du service des remontées mécaniques évalué à 3 millions par an. Ce sont des efforts importants, mais qui ne devraient pas faire oublier que chaque année, le chiffre d'affaires des remontées mécaniques de toutes les stations s'élève à 15 millions d'euros, dont 3 millions de subventions d'équilibre, mais aussi 12 millions de paiements clients. Et que cette activité de transport permet de l'hébergement, de la restauration, de la location et bien d'autres prestations. Le total du chiffre d'affaires cumulé de toutes les activités de toutes les stations ariégeoises peut être estimé à 70 millions d'euros par an, soit près d'1 milliard d'euros sur les 15 prochaines années. Ce chiffre d'1 milliard d'euros est à mettre en perspective par rapport aux 20 millions d'euros de recapitalisation prévus, dont une partie sera apportée par des partenaires privés et aux 45 millions d'euros de subventions d'équilibre versées par les territoires pendant la même période. C'est, me semble-t-il, un dossier majeur pour nos montagnes, notre tourisme, notre département. C'est un dossier dont nous reparlerons très bientôt sur la base d'un rapport pour fixer nos engagements. Nous devons jouer notre rôle d'aménageur et de facilitateur. Je n'ai aucune crainte car je sais pouvoir compter sur votre engagement à tous. Merci pour votre écoute attentive et maintenant, place au rapport. Madame la Présidente, je viens de recevoir